Le besoin d'être différent versus le besoin d'être unique est un sujet abordé par Bernard de Montréal dans cet entretien avec Daniel Ménard. Il explique qu'être différent signifie se sentir différent des autres, tandis qu'être unique implique intégrer toutes les forces qui constituent notre être et développer son identité. Être différent peut être le résultat de la personnalité ou des influences sociales, tandis qu'être unique est une fusion de l'âme et de l'esprit. Certaines personnes, comme Bill Gates ou Einstein, sont considérées comme uniques car elles ont la capacité de marquer l'histoire et de contribuer à la civilisation. En revanche, être simplement différent peut entraîner des conséquences négatives sur une société si l'esprit et la lumière ne sont pas présents. Des artistes comme les Beatles sont considérés comme uniques car ils ont marqué leur époque. Selon Bernard de Montréal, la différence ne suffit pas à marquer l'identité réelle d'une personne, mais être unique lui permet d'entrer dans l'histoire et de marquer la civilisation. Plus la civilisation se développe, plus elle découvre de personnes uniques. Cependant, la société doit être prête à absorber les chocs que ces personnes peuvent créer. Au fil du temps, avec la démocratisation de la conscience et de la liberté de parole, on découvre de plus en plus d'êtres uniques. Par exemple, des femmes comme Taslima Nasrine qui se battent pour la cause des femmes sont réellement uniques. Être unique demande une profonde transmutation de l'être, une grande humilité, une conscience de la vie et une capacité à contenir l'image de soi. Cependant, il est également dangereux d'être unique, car cela peut conduire à des illusions de surpuissance et être utilisé contre les autres. Le rôle des personnes uniques est d'éveiller la conscience des autres sans les manipuler. La personne interviewée aborde le concept d'être unique et son potentiel d'influence. Elle souligne l'importance d'être transparent afin de ne pas devenir une projection du manque des autres et de ne pas succomber à la convoitise du pouvoir. Elle met en garde contre le danger de l'illusion du pouvoir et la possibilité de tomber dans l'astralisation de l'homme en entrant en contact avec des forces malveillantes. Elle évoque des exemples tels que Hitler et les sectes. Selon elle, être unique implique une grande responsabilité et une reconnaissance de l'importance des autres. Lorsqu'un individu protège l'humanité contre elle-même, il peut alors bénéficier de sa science, de sa conscience et de son apport civilisateur. Elle cite Hitler, Fidel Castro et Staline comme des exemples d'individus qui voulaient être uniques de manière négative, fascinés par le pouvoir. Elle explique que le pouvoir est astral et impose une volonté personnelle sur une multitude d'êtres, ce qui conduit aux erreurs profondes et fatales commises par ces individus. Elle mentionne également l'idée que ne pas croire en l'évolution limite la reconnaissance du potentiel de l'individu et maintient l'humanité dans l'involution. Les individus uniques commettent l'erreur du pouvoir, car ils ne reconnaissent pas que l'esprit est un feu qui se connecte à l'homme et se manifeste à travers sa personnalité. Pour atteindre une conscience supérieure, capable d'une critique absolue de la réalité, il faut avoir une conscience prépersonnelle. Les individus uniques ont tendance à interpréter la réalité selon leurs propres désirs au lieu d'avoir une critique absolue. La philosophie a échoué à réaliser une critique absolue de la réalité et est morte avec le XXe siècle. Pour atteindre cette critique absolue, il faut être en contact télépathique avec des intelligences supérieures, avoir une conscience vibratoire et une pré-intelligence qui ne dépend pas de l'ego. En attendant, il faut être vigilant face au pouvoir, car il est dangereux. La source est unique car elle est universelle, en dehors du temps et de l'évolution de l'âme. L'homme doit intégrer cette source pour éviter les erreurs. Il doit travailler avec la lumière et les hommes dans une harmonie authentique sur le plan matériel. Selon Bernard de Montréal, la relation entre les êtres humains est basée sur la reconnaissance de leur intelligence mutuelle, et non sur la spiritualité. Nous sommes tous connectés à un plan mental universel, avec des variations de puissance et d'expérience chez chaque individu. Cette connexion à un plan mental universel nous permet d'entrer en contact avec des mondes qui ne gèrent pas notre propre mémoire individuelle. Cependant, chacun a aussi ses propres mémoires personnelles qui le rendent unique. Cette diversité fait la richesse de l'expérience humaine, mais également sa difficulté à harmoniser les vibrations et à atteindre une conscience supérieure. Pour cela, il faudrait restructurer la conscience du mental humain en se libérant de notre ego et en faisant descendre la lumière sur le plan matériel. La conscience supramentale permettrait de dépasser les limites de l'involution et d'immortaliser notre conscience. Le niveau de conscience auquel on s'élève détermine notre appartenance à différents mondes, selon notre vibration. Dans cet extrait, l'auteur explique comment l'homme peut entrer en contact avec des mondes spirituels, qui font partie de ce qu'on appelle les esprits. Il explique que cela dépend de la manière dont nous vibrons, en fonction de nos expériences passées et de nos connaissances.
Grâce à une évolution de la conscience et à une critique absolue, les individus pourront définir une réalité commune et se reconnaître mutuellement, formant ainsi une même race racine. Il suggère également que cette évolution pourrait conduire à de nouvelles découvertes scientifiques. L'auteur souligne qu'avant d'être unique, il faut accepter d'être différent et vivre une période de transition où l'on découvre sa force en surmontant ses faiblesses. Cette acceptation peut être difficile étant donné que la société a tendance à stigmatiser la différence. Toutefois, une fois que l'on a abattu ses faiblesses, on découvre alors ses forces. Dans une société, les différences sont souvent mises de côté pour maintenir l'équilibre et l'harmonie. Les systèmes fascistes ont tendance à supprimer les différences, tandis que les systèmes capitalistes favorisent la liberté et la créativité. Au niveau individuel, lorsque quelqu'un se sent différent, il doit d'abord accepter cette différence et apprendre à vivre avec. Avec le temps, il découvrira que cette différence renferme une intelligence cachée qui lui est propre. Il passera alors de la différence à l'unicité, en surmontant ses peurs et en se testant. Malheureusement, la psychologie classique n'a pas reconnu l'importance de cette période de transition dans la vie d'un individu. Il est donc crucial de comprendre et d'expliquer aux jeunes qu'une période d'exploration et de doute est normale et nécessaire pour évoluer vers son potentiel unique. Dans cet extrait, D de Montréal explique sa période de jeunesse où il aspirait à devenir un grand scientifique, mais se sentait différent des autres. Il évoque également une période difficile de remise en question et d'angoisse où il n'avait pas la vibration nécessaire pour être unique et créatif. Il souligne la souffrance des jeunes qui se demandent quel chemin choisir dans leur vie. Il conseille à une jeune fille d'aller en dentisterie plutôt qu'en médecine pour plus de liberté. L'auteur aborde ensuite la question du temps et de l'excitation constante que l'âme pousse à accélérer. Il explique que l'âme est attirée par ce qui est intense et vibrant, tandis que l'esprit est plus froid et libre. Il souligne l'importance de développer la capacité de communiquer avec le plan mental pour atteindre la critique absolue et comprendre les lois de la vie. Il affirme que cela change la perception de notre moi et nous permet de vivre au-delà du plan matériel. Dans ce texte, l'auteur parle de l'évolution de la conscience humaine. Il mentionne que l'homme vit actuellement une conscience expérimentale, mais qu'il doit évoluer vers une conscience morontielle, qui est une conscience créative et qui lui permettra de maîtriser son esprit. L'auteur explique que l'homme doit avoir le contrôle sur les architectures du mental, c'est-à-dire sur sa capacité d'interpréter le réel. Actuellement, cette capacité est limitée et l'homme ne peut pas véritablement accéder au réel. L'auteur soutient que l'évolution de la conscience humaine est guidée par les forces de la lumière et qu'elle doit permettre à l'homme de dominer les énergies de sa conscience astrale et les forces de son esprit. Cela lui permettra d'alimenter sa conscience selon sa volonté et de contribuer à l'évolution de la civilisation et des gouvernements invisibles. L'auteur souligne que pour atteindre une conscience universelle, l'homme doit être capable d'accepter la critique de sa conscience et d'affronter la mort mentale. En éliminant ses craintes, il pourra participer activement à l'évolution des mondes invisibles et contribuer à la création d'une nouvelle régence pour l'humanité. En fin de compte, l'homme deviendra un scientiste de la lumière sur Terre et fera partie des Melchizedek, des êtres qui contrôlent l'évolution des mondes à partir de l'invisible. L'humanité évolue vers une nouvelle façon de vivre sur Terre. Actuellement, la planète est remplie de conflits et de divisions. Pour que l'humanité puisse évoluer, elle devra se libérer de la mémoire collective de la race et passer à une conscience prépersonnelle. Cela implique de se libérer des maîtres et de devenir conscient de sa propre puissance. Un homme qui est magnétisé par d'autres hommes ne peut pas travailler avec des intelligences supérieures telles que les archanges planétaires. Il est donc essentiel de ne pas être magnétisé et de développer sa propre puissance. Cela permettra à l'humanité de se connecter à de nouvelles formes d'intelligence et de générer ses propres énergies pour attirer des énergies équivalentes. Par exemple, un homme qui est un grand scientifique attirera d'autres scientifiques dans son domaine de travail. L'humanité évoluera ainsi vers une conscience plus élevée et pourra comprendre les lois qui régissent son existence sur Terre. L'homme doit être libre dans son expérience et ne pas être magnétisé par un autre. Sur une planète morontielle, des hommes plus grands peuvent exister, mais la lutte des castes n'existe pas. Car l'ego est transmuté et l'âme et l'esprit sont fusionnés. Sur Terre, où nous sommes encore régis par les lois animales et du pouvoir, il est important pour l'homme de se protéger contre la manipulation, de respecter les autres hommes sans se sentir inférieur à eux, car cela l'empêcherait d'atteindre la conscience morontielle et de se connecter à d'autres plans de la conscience universelle.
Ne pas être magnétisable ne signifie pas être rebelle, mais plutôt ne pas perdre son identité par rapport à un autre. Il est donc nécessaire pour chaque homme de travailler toute sa vie à la conquête de son identité et passer à l'unicité. La critique absolue fait référence à la capacité de l'homme de déterminer par sa volonté supérieure la fonction psychique de son moi qui observe la réalité, la vie et les états de vie selon sa propre perspective. Il n'y a pas de vérité absolue dans la critique absolue, car la vérité peut être pernicieuse. Les religions ont utilisé des vérités pour créer des égrégores nécessaires à l'évolution de la civilisation, mais un jour, lorsque les hommes auront suffisamment évolué, les religions n'existeront plus sur Terre car elles auront fini leur rôle. Il est ignorant des lois cosmiques de croire que les religions perdureront indéfiniment, car elles font partie de la politique cosmique. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que la politique déterminante de l'évolution d'une race est une période temporaire pendant laquelle un être ou une collectivité développe un égrégore suffisamment puissant pour permettre à ceux qui ne sont pas encore suffisamment évolués de s'aligner avec une conscience collective appelée la race. Cependant, dans l'évolution de la conscience supramentale sur Terre, lorsque l'homme passe de l'involution à l'évolution, il y a une individuation de la conscience. D'où l'importance de vivre notre différence et de ne pas attendre passivement que des écrits révolutionnaires se produisent à une certaine date.